Et on est live sur le K-Swiss Show. Aujourd'hui, les amis, je vous ai ramené des guests spéciaux. J'ai l'honneur de recevoir deux personnes qui sont inspirantes de par leur parcours, qui, j'espère, vont pouvoir partager et allumer cette flamme qu'ils ont en vous, qu'ils ont en eux, mais qui vont pouvoir allumer en vous également. Les gars, j'ai le privilège de recevoir Eddie et James. Comment ça va, les gars? Super, hein. Merci de nous recevoir, en tout cas, sur ton show. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. De te voir aussi, Kevin. Ouais. À ce moment ensemble. À fond. En vrai, on s'est pas rencontrés il y a longtemps. Avant de commencer le podcast, j'aime bien commencer avec une petite backstory. Exactement. C'est toujours important. J'ai commencé mon podcast, le K-Swiss Show, fin 2018. L'audience a grandi, etc. Et récemment, j'ai déménagé dans des nouveaux locaux et je voulais décorer mon podcast. Ouais. Et je demandais à mes potes, les gars, comment est-ce que je peux décorer mon podcast, etc. Et ils m'ont envoyé justement le site de votre lieu à vous, voilà, le Podspace. Donc, ils ont une société qui s'appelle Podspace, on va y venir dans un instant. Et donc, je me dis, c'est cool et tout, comment je peux m'inspirer, comment je peux voler vos inspirations de décor. Et je me rappelle que je check et je commence à voir sur les réseaux plein de gens qui utilisent les mêmes décors. Je me dis, c'est intéressant ça. En fait, tout le monde va dans ce studio à Paris. Je me dis, un jour, si j'ai l'occasion d'y aller, je vais enregistrer un podcast là-bas. Et quelques mois plus tard, je rencontre ces deux gars-là qui viennent à Genève pour éventuellement créer une expansion au niveau de leur business. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que ça n'avait pas encore commencé, le local était brut, et Eddie essayait déjà de me vendre des séances, les gars. Eddie essayait déjà de me vendre des séances. J'ai reconnu le businessman. Ce qui est marrant, parce que je savais pas qu'il créait beaucoup de contenu, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui te suivaient. Et il y a des gens que je connaissais qui te suivaient, tu vois, donc, je dis, en fait, il est chaud, tu vois, c'est un gros créateur. Et respect de fou, il avait l'énergie de fou. Ouais, t'avais une grosse énergie quand c'est grosse énergie, il est venu. Toujours même aujourd'hui, mais. Grave énergie, donc, fait plaisir de ressentir ça, tu vois, c'est important. Merci. Non, mais moi, c'est pareil. Moi, je suis un gars qui fonctionne beaucoup avec les énergies. Et j'ai directement kiffé votre énergie. J'ai toujours kiffé les Parisiens, vous avez toujours une énergie particulière, mais vous, c'était Je suis pas parisien, moi. On va y venir. Mais j'ai kiffé l'énergie. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un podcast parce que j'ai commencé à suivre votre histoire également. Et du coup, où est-ce qu'on doit commencer avec Podspace? Podspace, c'est votre société aujourd'hui. Vous avez différents studios podcast. Aujourd'hui, on est dans l'un de vos studios. James m'a fait visiter l'autre. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite backstory de là où tout a commencé, peut-être où vous vous êtes rencontrés avant d'entamer cette idée? Vas-y, James. Honneur à toi, frérot. C'est toujours souvent, c'est moi qui la raconte. Donc, c'est toujours James qui raconte l'histoire, c'est vrai. Comment on s'est rencontrés? James, c'est parce que j'ai tellement entendu raconter. Ouais. C'est que James, c'était un client de mon ancienne société. Et qui était une boîte de portage à l'époque. Et on est devenus bons amis, tu vois, vraiment bons amis, ça se passait très très bien. On a noué des liens assez rapidement. Et voilà, on se suivait, tu vois, on se voyait assez fréquemment, tu vois. Et un jour, je viens avec James et je lui dis, écoute, j'ai envie de me diversifier. J'ai besoin de faire un truc, et je sais pas, j'aimerais bien faire un truc peut-être même en physique, tu vois. Je lui dis, ouais, pourquoi pas, j'ai un local dans le 18e. Ça te dit qu'on fasse un truc, t'as une idée ou quoi? Et il me parle d'un truc à Dubaï, tu vois, qui commençait à bien monter. C'était le tout début, vraiment le tout début. En fait, il avait vu un gars qu'on connaissait qui créait beaucoup de contenu chez lui. Et James, c'est un gros créateur de contenu. Avec sa femme, ça tu pourras présenter ça. On en parlera après, ouais. Ouais, ils ont un gros podcast et moi j'ai besoin de tourner plus de contenu pour ma société. Et du coup, on ouvre les premiers bureaux dans lesquels t'es, de OG, tu sais, comme les Américains. C'est ça. Et on a lancé ça il y a quasiment un an là. Il y a un an. On va faire d'ailleurs une soirée d'anniversaire là pour les 1 an dans pas très longtemps. Oh, c'était ton anniversaire d'ailleurs, non? Ouais. Ah, mais joyeux anniversaire mon gars. J'étais coupé. Merci frérot. Et c'était un carton. On pensait pas que ça allait marcher comme ça. Nous on pensait que c'était juste un truc à côté, tu vois. On considérait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Et on s'est rendu compte que l'industrie de la création de contenu avait une évaluation qui était juste énorme. Donc laisser passer cette opportunité, c'était trop dingue. Et donc, James et moi, comme on a beaucoup d'ambition, on s'est dit pourquoi pas essayer de créer un réseau de créateurs de contenu grâce à Podspace. C'est ce qu'on est en train de développer là, notamment en Suisse. C'est comme ça qu'on t'a rencontré, avec des bureaux qu'on a pour ambition de développer en Suisse. Nice. Et tu viens d'où toi, du coup, à la base? Moi, je suis Marseillais de base. Ah, t'es Marseillais? Ouais, j'ai grandi à Marseille, ouais. Ok. J'ai grandi à Marseille, je suis venu pour mes études. J'ai fait des études d'ingénieur à Paris. Et ça me faisait chier. Du coup, disons, je vais pas raconter toute l'histoire, mais... Quoique je sais pas si tu veux que je raconte toute l'histoire, ça ferait beaucoup quand même. Mais après j'ai vu. Ouais. En gros, je suis arrivé là, j'ai entrepris, tu vois, en dernière année d'études, j'ai créé pas mal de boîtes qui ont bien grossi, et c'est comme ça que je suis malheureusement ici à Paris, ou heureusement, je sais pas.
T'as quitté le soleil marseillais pour la grisaille parisienne. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ok. Et James, toi, du coup, t'as ton bagage déjà, toi, dans la création de contenu? Ouais, alors avant, en fait, moi, j'ai toujours été entrepreneur, tu vois. J'ai fait une école de commerce et ensuite, ils m'ont proposé un CD que j'ai refusé. Je me suis lancé à mon compte en lançant une agence de marketing digital. Tu vois, j'accompagnais, comme on a discuté juste avant, des infopreneurs sur leur strat marketing, lancement de formation, etc. Et ensuite, j'ai lancé ma formation à moi. Donc comment créer son agence de marketing digital. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Eddy, tu vois. Donc j'ai été client, comme il a dit, de sa boîte. Il m'a bien aidé à scale au niveau de la formation. Et ensuite, ma femme a toujours entrepris avec moi aussi. En tout cas, du moins, m'a toujours accompagné sur mes projets. J'avais essayé de lancer une première boîte de location de sites vestimentaires qui avait pas marché, c'était avec elle. Et ensuite, elle a voulu se lancer dans la création de contenu. Elle m'a dit, viens, on crée un podcast ensemble et tout. Il y a ça qui marche bien en States, vas-y, viens, on fait pareil. On avait essayé une première fois, ça avait pas marché. Et puis ensuite, bam, on avait réessayé quelques mois après. Et j'avais dit, ouais, mais si on réessaye, vas-y, on le fait bien. On fait avec des vraies caméras, du bon matériel, etc. Et on le faisait dans le salon, tu vois. Et ça a pris directement sur TikTok. Donc ça a pris, et puis on mange avec Eddy comme il a dit, et puis moi je dis écoute, en vrai moi j'ai un problème, c'est que ça me casse la tête, tu vois, de à chaque fois déballer le matériel, poser les micros, etc. dans le salon, attendre que les enfants soient au lit et puis tout ranger. Et on a cette personne en commun qu'on connaît qui va tourner dans un studio à Dubaï. Vas-y, pourquoi pas, why not? Et puis on a lancé, et puis voilà, de fil en aiguille, on a ouvert un studio, deuxième studio, puis là Barcelone, Genève, etc. Donc voilà mon parcours, en tout cas, depuis que j'ai commencé à entreprendre jusqu'à maintenant. Ah, c'est fort, les gars. En tout cas, franchement, c'est respectable. Et je sais que vous n'êtes qu'au début. Et moi, je m'appelle le Jay-Z j'ai la vision. Tu vois ce que je veux dire? Quand je ramène des gars, je sais qu'ils vont exploser. Donc, on se rappellera que Kevin était là au tout début. Donc, non, je crois en ce projet. Je pense que c'est vraiment bien. Du coup, si vous veniez à pitcher votre projet, parce que voilà, c'est un studio, on peut faire de la création de contenu, mais dans votre autre local, il y a également de la restauration. Ouais. Si vous venez à pitcher Podspace, qu'est-ce que c'est en une phrase? On parlerait pas de la restauration. Ouais, ok. Tu veux pitcher? Pitch en anglais. Je sais que j'allais dire ça de base, hein. Parce qu'il y a tellement pitch en anglais aux US que... On a pitché avec des très gros fonds d'investissement en anglais. On va y venir. Il y a des gros challenges face à ça, mais vas-y. En gros, Podspace, l'objectif de Podspace, c'est de mettre en relation les créateurs de contenu avec des studios de podcast via une plateforme qu'on a développée, pour faciliter la création de contenu, en fait. Nous, le but, c'est vraiment de créer une communauté qui puisse échanger, partager, diffuser leurs histoires, finalement, à l'aide de ces lieux-là. Donc c'est des biens physiques, mais qui nous aident à faire beaucoup plus. Au final, le but, c'est de faire résonner de la voix de tout le monde grâce à ça. Et ça fait une année que vous avez ça fait un an. Et en un an, ça a bien pris. Ouais. C'est marrant parce que tu vois, quand j'ai commencé le podcast en 2018, fin 2018, début 2019, je disais podcast dans la francophonie, personne ne savait de quoi je parlais. Je disais podcast, c'est quoi? Et aujourd'hui, tout le monde a un podcast. Ouais. Tu vois, c'est... Et encore. Aux US, tout le monde a un podcast. Aux US, tout le monde a un podcast. En francophonie, ça commence. Donc là, tu penses que, et c'est ma prochaine question, vous pensez qu'on est au début de cette nouvelle vague de développement au niveau des podcasts où est-ce qu'on en est d'après vous? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les choses, dans le sens où un podcast, c'est aussi une manière de parler avec d'autres personnes, une interview. Ça a toujours existé sur YouTube. Ouais. Tu vois? Donc t'as des gens qui disent, est-ce que vous pensez que le podcast, ça existera plus? Ouais, mais les interviews, les gens qui discutaient, il y en a toujours eu. C'est vrai. Ouais. Les débats, il y en a toujours eu. Donc, les gens, il y a un peu cet abus de langage dans le podcast. Donc ça, c'est mon opinion. Est-ce qu'on est au début de l'ère? Dans un sens, oui, parce que le podcast, comme tu as dit, c'est nouveau. Le terme podcast, il vient d'arriver et beaucoup de gens, tu vois, il y a un gros engouement sur le sujet. Donc je pense qu'il y aura une grosse croissance. Et de toute façon, la création de contenu, c'est devenu trop vital pour trop de business aujourd'hui. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je suis totalement d'accord. Au-delà du podcast, il parle de création de contenu. Je pense que c'est la création de contenu, tu vois, qui est aujourd'hui, les gens commencent à réaliser que sans création de contenu, c'est dur de faire marcher un business. Aujourd'hui, je sais pas, moi, un avocat a besoin de créer du contenu, tu vois. Ouais. On s'est rendu compte que 70% de nos clients, c'est des boîtes, ou c'est des entrepreneurs, ou c'est des indépendants, tu vois, et qu'ils ont besoin de la création de contenu pour faire marcher leur business. Et c'est là où tu comprends qu'on arrive dans une ère où tout passe par les réseaux sociaux, mais ça, c'était déjà un fait. On l'avait déjà compris. Mais tout commence à passer par la vidéo ou l'audio. En gros, c'est obligatoire. C'est obligatoire.
Et il y a encore des gens qui sont réticents par rapport à ça. C'est marrant que tu dis ça parce que mon avocate, à l'époque, quand elle traitait de mes premiers cas, quand je commençais la création de contenu, j'ai dit, ouais, mais pourquoi tu te lances pas sur les réseaux sociaux? Tu dis, je suis avocate, etc. Je dis, non, tu peux rendre le truc, justement, accessible. Il y a tellement d'avenues que tu peux explorer, mais les gens, ils pensent pas. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, elle cartonne, sur Instagram, ça prend, etc. Et en fait, ça ramène plus de clients, éventuellement. Exactement. On a un gros cabinet d'avocats, nous, qui vient enregistrer chez nous, tu vois. Et c'est super intéressant de voir leur perception du business et leur perception de la création de contenu. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a le côté intimiste, tu vois. Tu rentres dans une conversation et les gens aiment bien écouter. Moi, c'est ça que j'aime bien avec le podcast, c'est que, tu vois, t'es là sans vraiment être là. L'exercice, il est facile, tu vois, vraiment. Ça dépend pour qui, en vrai. De faire un podcast, ça peut être impressionnant au début, peut-être. Mais ça n'empêche que c'est beaucoup plus facile que de parler face à une caméra. Et d'un autre côté, il y a un truc intéressant, c'est que tu parlais d'avocats, parfois des médecins, des kinés, tu vois, qui viennent chez nous. C'est qu'ils peuvent pas parler de ce qu'ils veulent, tu vois. T'as l'ordre des médecins, t'as des choses, ou pareil chez les experts comptables. Donc, une discussion, tu vends pas directement. Tu vois, nous, on est dans le business, donc on peut vendre. Mais eux, ils ont beaucoup de restrictions face à ça, tu vois. Donc, c'est intéressant de voir que juste la discussion, elle permet d'éduquer. L'éducation, c'est vraiment le sujet, je pense, qui permet de transmettre la valeur à travers le podcast. Et du coup, vous, je voulais comment dire le terme, j'oublie avec mes anglicismes. Je voulais ramener ce sujet un peu plus tard, mais du coup, vous y êtes et vous avez enregistré énormément de créateurs de contenu ici. Quels seraient les conseils que vous donneriez à des gens qui voudraient se lancer éventuellement, mais qui sont réticents face à cette idée, ou à toute personne qui serait intéressée par le fait de développer une communauté et peut-être les arguments qu'on aimerait y ajouter pour se lancer. Je dis ça parce que j'ai énormément de personnes de tout environ qui écoutent, mais beaucoup de professionnels du sport et de la santé que je pousse à faire des podcasts, à faire des trucs, et des fois ils sont là, je sais pas trop, etc. Je me sens pas à l'aise devant la caméra, je sais pas trop communiquer. Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je vais juste dire un truc. Je sais que James a sûrement beaucoup d'arguments. Mais en fait, j'ai bien aimé comment t'es venu. Il t'a dit tu veux ça, tu veux mettre des lumières, tu veux changer le décor. Non, juste lance, tu vois. Et t'avais dit un truc j'avais vu un reel que t'avais fait où tu disais j'ai pas le matos qu'il faut tout le temps, j'ai pas tout le matériel, mais quoi qu'il arrive, je m'en fous, je lance les trucs, tu vois. Je passe à l'action. Et je trouvais que t'as vraiment le bon mindset. Tu réfléchis pas trop. Les gens ils réfléchissent trop. Vous les Suisses, vous avez ce truc-là de vite passer à l'action. Je pense que c'est surtout ça, mais mes conseils et mes idées rejoignent exactement ce que tu es en train de dire. C'est que, en gros, souvent, et même moi, quand j'ai commencé la création de contenu quand j'étais plus jeune, je me disais, mais qu'est-ce que mes potes vont penser de moi quand ils vont me voir sur YouTube, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là, en train de raconter des histoires de marketing, tu vois. Et puis un jour, je me suis dit, mais en vrai, qu'est-ce que tu t'en fous, tu vois, en vrai. Juste fais et puis vois ce que toi, en tant que personne, ça peut t'apporter par la suite. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui se prennent la tête par rapport à par rapport au regard des autres, en fait, tout simplement. Et ou par rapport à, je sais pas, je suis pas bien sûr, je passe pas bien à la caméra, ou, le décor, il est moche. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas la forme. C'est le fond. Un podcast, tu vois, ça se regarde, mais ça s'écoute aussi. Et c'est pour ça que les gens aiment bien les podcasts de base, aiment bien écouter de l'audio, parce que, tu sais, tout le monde peut le faire. C'est des voix. Donc ça s'écoute. Donc le seul conseil, ça serait de se lancer et d'arrêter. Mais après, ça, c'est comme dans tout business. Arrêter de se poser 20 000 questions et puis juste faire, tu vois. Et au final, tu deviens que meilleur en exécutant. Exactement. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est le faux concept que tu retrouves dans tout, que tu retrouves dans le fitness, que tu retrouves dans l'entrepreneuriat. C'est que les gens sont réticents à se lancer parce qu'ils disent, je dois me préparer. Mais tu peux pas te préparer à faire un truc que t'as jamais fait. Exactement. Et tu vois, c'est super marrant que tu parles de ça parce que souvent, avec Eddie, lorsqu'on a des réunions sur différents points, on est amené à penser à la suite, tu vois. Ouais, mais comment on va anticiper ça, même si c'est très bien d'anticiper les choses, hein. Comment on va faire ci, comment on va faire ça, mais on n'y est même pas encore. Tu vois, pourquoi on en parle alors qu'on n'y est pas encore? Viens, on fait, puis après on voit. C'est vrai. J'aime bien, en plus, on parle souvent de ça. J'aime bien dire, tiens, il y a un gars, il vient, il négocie et tout, il veut faire des trucs, mais il se passe rien. Tu vois, parfois sur des gros projets. Je fais, va jusqu'au bout, vois ce qu'il va dire, et s'il parle vraiment, il est sérieux, et là on se pose autour de la table, là on commence à discuter. Si c'est que hypothétique, il y a aucun intérêt à discuter avec les gens, de débattre. Je pense qu'il faut choisir aussi ces débats, choisir le temps que tu donnes, et il faut aller au bout des choses. Les gens ils perdent trop de temps à réfléchir, et l'action elle est très très importante. Ouais, c'est ça. Des fois, en anglais, ils appellent ça paralysis by analysis, où tu passes trop de temps, t'es paralysé, en fait, parce que toute ton énergie, elle est dédiée à analyser les problèmes éventuels qui ne sont pas encore là, au final. C'est ça. Et l'énergie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est limitée. Tu vois, comme tout dans le sport, tu dois faire tes sprints au début de la séance, parce que les sprints, tu peux pas les faire à la fin, tu vois. Donc, le truc où tu dois mettre un max d'énergie, il faut le mettre au tout début. Donc, ça qui est intéressant. Et du coup, pour parler de ça, vous,
j'imagine, vous avez dû réfléchir à comment amener le business. Aujourd'hui, encore une fois, il y a plein de discussions. Quels ont été les plus gros challenges auxquels vous avez fait face au début de l'aventure? Parce que là, j'imagine que vous êtes à un autre stade. Au début de l'aventure, c'est quoi qui était difficile dans Podspace? Ou la création de Podspace? Moi, je dirais, c'est le premier gros challenge, ça a été de mettre en place des process par rapport au premier volume de clients qu'on a absorbé. C'est-à-dire qu'on a lancé ça, comme a dit Eddie, en tant que side business. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait tous les deux nos activités à côté et que on lance un business, on doit délivrer la prestation de service qu'on vend aux clients, ce qui est normal, tu vois. Et je pense qu'on n'était pas préparé à absorber tous ces clients-là parce qu'on s'y attendait pas en fait. Nous, on a lancé ça comme ça et on a dû très vite engager notre premier collaborateur et ensuite mettre en place des process directement pour pas qu'on soit sous l'eau. Et puis au-delà de ça, tu vois, c'est un business qui repose sur plusieurs choses, sur des biens physiques, sur de la vidéo, sur de l'humain et sur du digital parce que derrière sur de l'image. Ouais. Voilà. Donc il y a plein de leviers à maîtriser. Et ça a été ça, en tout cas, selon moi, le plus gros challenge. Ouais, je suis d'accord. Je pense que surtout faire attention, tu vois, à la réputation sur la création de contenu. Les gens, ils s'attendent vite à du contenu. Donc là, on répond à une problématique qui est tourner du contenu rapidement et de haute qualité. Donc c'est vraiment éviter de faire des erreurs et faire attention à ça. Je pense que c'est vraiment le sujet le plus important. Parce que on a quand même beaucoup de gens qui reviennent fréquemment et le but c'est de les garder sur le long terme, tu vois. Donc c'est surtout ça, je pense, qui doit jouer, tu vois, quand tu lances un business, c'est essayer de créer de la récurrence. Et donc vous avez mis l'accent vraiment sur le fait de systématiser, en fait, c'est ce que tu as dit. Ouais, parce que c'est le plus important, en fait, peu importe le sujet, c'est ce qui va te permettre de répliquer les mêmes étapes à chaque fois. Et peu importe ce qu'on fait, au final, c'est ça. Même dans le fitness, tu vois, moi je pense que ce qui a fonctionné dans mes formations, entre autres, c'est le fait que j'ai pris le temps de tout systématiser, tu vois. Et des fois, c'est des trucs que tu sais déjà. Tu vois, mais même en général, en dehors du business, il y a des trucs que tu sais déjà, mais tu les as jamais formulés. Exactement. Ouais, tu vois, je parlais de ça avec mon vidéaste la dernière fois, en disant que je pense que parfois mon message résonne, ou de manière générale, quand un message résonne avec quelqu'un, c'est parce que tu as su utiliser les mots sur les pensées des gens. Ça a du sens. Il y a plein de gens qui ont plein de pensées, mais qui n'arrivent pas à formuler le tout. Quand tu sors d'un... avoir de la justesse dans tes mots, ouais. Ouais, exactement. C'est pas facile, mais ouais, je suis d'accord. C'est pas facile. Et en fait, le podcast, je trouve qu'il est très intéressant pour ça, parce que peut-être que tu vas foirer une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas partager une idée, mais au bout de la 4e fois, ton idée, elle est bien ficelée. Et tu arrives à bien la dire. Et là, tout d'un coup, ça devient pertinent. Et là, ensuite, ça grandit. Donc, quelles ont été les erreurs que vous avez faites au tout début qui ont été là, qui vous ont fait grincer des dents? Ouais, plein. On a fait plein d'erreurs. On en a fait tellement qu'en vrai, donner une erreur comme ça, je pourrais même pas te le dire. Mais c'est bien parce que ça nous a permis, tu vois, d'être difficilement concurrençaient sur le marché. T'en as plein qui essaient de nous copier. T'en as un certain récemment, tu vois, qui nous a proposé de récupérer son lieu, tu vois. Ouais. Qui le mettent sur notre marketplace, tu vois. Enfin, il y a beaucoup d'erreurs et je pense que c'est bien de faire beaucoup d'erreurs. Enfin, c'est classique en vrai, tu vois. Cette histoire, elle revient toujours à la même chose, c'est toujours les fondamentaux. C'est plus d'erreurs tu fais, plus tu passes par toutes les étapes et plus tu comprends un peu ce qui se passe. Et la plus grosse, je dirais, T'allais trop vite. C'est marrant, je te jure, je pensais à ça. Je me dirais, est-ce que je vais dire ça? Tu sais que je lis dans ses pensées. Il est dans mes pensées, c'est fou, parce que c'est ça qui est dans ma tête. Mais j'ai ressenti aussi, j'ai ressenti que c'était profond, c'est vrai. On est allé trop vite. Je crois que je l'ai dégagé tellement. Non, mais c'est trop ça. Mais tu vois, tout à l'heure, c'est marrant parce que tu parlais du plus gros challenge. Mais en fait, la plus grosse erreur, c'est qu'on soit allé trop vite, mais le plus gros challenge, c'est comment réussir à ne pas prendre toutes les opportunités. Ouais, filtrer. C'est ça, en fait, le plus gros challenge. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais, ça c'est allé tellement vite que, et puis ouais, il a raison, on rencontre tellement de gens que les opportunités viennent naturellement, mais trop rapidement. Et en tant qu'entrepreneur, tu vois, et en tant que cofondateur d'un business qui croît, c'est compliqué de dire non à des opportunités. Ouais. Mais des bonnes opportunités. Ouais, de bonnes opportunités, parce que des opportunités de merde mais aussi. Des opportunités, quand je dis des bonnes opportunités, ce que je m'entends dans le sens où tu sais que ça peut grossir de fou malade. Tu peux doubler, tripler ton chiffre d'affaires, mais ça peut être une grosse source de problèmes, de fatigue, de stress, tu vois. Donc, faut savoir dire non, et on en parle beaucoup en ce moment, tu vois. Vraiment, on en parle beaucoup. C'est pas évident. En plus, je sors d'une activité comme ça, en plus, tu sais. Et c'est une longue histoire, mais vaut mieux être bien dans ses baskets, retirer des choses parfois qui sont un facteur de stress, même si l'opportunité est bonne, et avancer plus doucement, tu vois. La plupart des gens, je pense qu'ils comprendront pas ça. Et ça demande beaucoup d'éducation sur ça, honnêtement, parce que je pense que ça tu le vois à travers l'expérience, tu vois. Je suis d'accord. Ouais. C'est très difficile à comprendre, je pense, vraiment.
Non, et c'est intéressant que vous parliez de ça parce que c'est vrai que je me rappelle plus exactement de la phrase que j'utilise, j'étais en train de la chercher, mais ne pas confondre les opportunités avec distraction en fait. Souvent c'est ça, c'est des trucs, t'entends plein de trucs et ça te distrait de l'avenue principale sur laquelle tu devrais être, tu vois. C'est aussi, après ça tout le monde là, je pense le FOMO, fear of missing out, tu vois. C'est de la peur de rater l'opportunité qui va faire que, et c'est ça, et c'est le focus qui est le plus dur à avoir en fait. Je pense surtout faut pas trop voir ce qui se passe aussi à côté sur le marché. On en parle, tu vois, il y a des gens ils veulent faire des trucs, parfois ils nous copient, il y en a plein qui ont essayé de nous copier, il y en a plein qui ont échoué. Et honnêtement, plus t'es dans ton coin, je le dis souvent à James, plus t'es dans ton coin, comme toi tu le fais, tu vois, c'est impressionnant ce que tu fais, t'es dans ton coin, en Suisse ça cartonne, tout le monde parle de toi, il y a des gens, je parle à la salle, ah ouais, tu vas voir Cassouis et tout, tu vois, ça m'a fait rire, tu vois, il y a des gens, ils t'admirent. Ce que je veux dire, c'est que, plus t'es dans ton coin, et que tu travailles dur, et que tu regardes pas trop ce qui se passe, plus ça avance. Et moins t'as de stress face à toi, tu vois. Tu te mets beaucoup de pression quand t'es avec d'autres environnements. Tu vois, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des environnements et comme tu disais, tu vois, la paralysie par l'analyse, tu vois. Donc elle est parfois en analysant tout ce qui se fait sur le marché. Certains, t'as tellement de mythos sur qui s'inventent des vies, tu vois, je pense que ça c'est vraiment difficile. Parfois, se construire, c'est aussi essayer les choses seules et apprendre de ses erreurs. C'est mon avis. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense, je suis comme ça. Avant, on parlait de ça avec James. Tu me parles d'un créateur, de plein de personnes, et moi j'essaie de pas me focaliser, tu vois, je retiens rien en fait, tu vois. Mais c'est bien d'être comme ça. Je me focalise que sur le truc que moi je dois faire, je regarde pas ce que les autres font. Il faut être comme ça. Ouais, et souvent les gens ils me disent, ah mais tu connais lui. Après tu montres le visage, j'ai déjà vu, etc. Ouais. Mais je fais pas attention parce que j'ai l'impression que ça prend de mon énergie éventuellement. Mais c'est bien, c'est exactement ça, tu vois. Ouais. Mais c'est marrant que tu me dis, je suis content si les pros de Podspace me le disent, c'est que ça veut dire quelque chose de bien. C'est bien. Tu vois, moi, contraire à toi, je suis un peu moins comme ça, tu vois. Ouais. Moi, j'aime beaucoup analyser ce qui marche, et c'est peut-être, et ça me fait perdre du focus, mais j'en suis conscient. Ouais. Tu vois, d'un autre côté. Mais en même temps, il le faut, parce que... Mais ça crée de la FOMO, je lui dis des fois, ça lui crée de la FOMO. Parce que James est ultra créatif, et parfois, ça peut, tu vois, créer ce truc de FOMO, tu vois, comme il disait tout à l'heure. Je pense que peu importe, chacun avance à son rythme. Faut parfois avancer doucement. Et t'as des gens, quand ils avancent parfois, ils mettent des gros pas, tu vois. Ouais. Tu vois, genre les gros pas qu'ils mettent en avant, tu te dis, ok, ce mec il a fait un gros truc. T'as d'autres gens, ils font plein de trucs et il se passe rien, il y a rien qui avance. Et je pense que c'est vraiment ce focus-là d'essayer d'être juste, tu vois, dans comment tu avances. Et c'est pas facile, c'est vraiment un exercice qui est difficile. Non, mais j'aime l'idée de prendre le temps, tu vois. Je pense que c'est un truc qui est intéressant, tout en allant vite parce que vous devez produire rapidement et pas vous arrêter, mais prendre le temps de se focaliser sur ce qui est essentiel au final. Et c'est ça en fait dans la vie. Et comment vous gérez le fait, vous venez de deux mondes où vous travaillez principalement déjà dans le digital, mais à votre compte où vous gériez des sociétés, etc. Comment vous gérez le fait de revenir sur un business physique avec les challenges que ça impose? Une galère monumentale. Ouais. Ok, comment ça, quelles sont les différences principales peut-être dans un premier temps? Ouais, la gestion physique, on a eu des dégâts des eaux, tu vois. Ah ouais. Pas qu'un en plus. Hein. Pas qu'un, on a eu plusieurs. On a eu des dingueries monumentales. En plus, on est à Paris, tu vois, c'est quand même vieux. Paris, c'est une vieille ville, c'est protégé, il y a plein de choses. Je pense que je crois que les gens te respectent plus quand même quand t'as un truc. Ouais, j'ai l'impression aussi. Les gens, ils disent ah ouais, t'es chez toi, tu viens, tu fais visiter, c'est normal, c'est quelque chose qui est palpable, qui est matériel. Tu viens, donc t'as ce truc-là qui est intéressant, avoir quelque chose qui existe. Tu sais, dans le digital, parfois c'est trop éphémère. Les gens ils font de l'argent, alors que donc il y a ce truc qui est bien d'un côté, mais de l'autre côté c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress. On a une mauvaise idée peut-être de lancer de la restauration en vrai. On a dit qu'on était transparent en vrai, non? Ouais. Là, je pense que ça a été une très mauvaise idée aussi. Très, très, très mauvaise idée. Ça nous a perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de focus. C'est pas une mauvaise idée. Tu sais pourquoi c'est pas une mauvaise idée? Parce que quoi qu'il en soit, ça reste un apprentissage. En vrai, il y a pas de mauvaise idée, tu vois. Non? C'est pas d'accord? Ça a été, moi, je dirais, un mauvais move. Je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où, c'est pas une bonne idée. Ce qui veut dire, James, c'est que t'apprends de tes erreurs. Et c'est vrai que quoi qu'il arrive, on l'aurait fait dans 5 ans, 6 ans, 10 ans. Peut-être, voilà. Tu vois, donc, leçon, quoi. La leçon, c'est très pertinent ce qu'il dit. Parce que, t'es toujours tenté en fait. Là, tu sais très bien qu'avec ce truc-là, moi, jamais de ma vie j'aurais fait ça. Ouais, dit-il. Et la dernière fois, il m'a quand même dit, ouais, t'es à Miami, t'es pas sûr qu'on lancerait pas un truc de Bengale? Ami, j'ai dit ça moi. Ouais, je te jure, tu m'as dit ça. Oui, tu m'as dit ça. Dans le sud de la France. Dans le sud aussi, tu me l'as dit, mais à Miami, tu me l'as redit aussi. Non, t'as dit? Non, ouais, en fait, il y avait un investisseur qui proposait ça dans le sud. Et je lui disais, ouais, il propose ça. Par contre, moi, je rentre pas dans le truc.
Je dis, il le fait, mais moi, je rentre pas dans le business, tu mais vois. à Miami, on était même à la piscine de l'hôtel. Je me dis, mais je suis sûr qu'à Miami, ça pourrait... Un remix français, américain, ça peut marcher. Un croissant, les gars, j'investis. Non, moi, plus de restauration. Non, pas de restaurant, c'est trop chiant, c'est pas scalable, c'est fatigant. C'est dur. Les marges sont faibles. C'est de l'humain. Trop d'arguments, ouais. On en a parlé, mais du coup, c'est pour expliquer un peu le contexte pour ceux qui sont pas là. C'est un peu comme un concept store que vous avez créé. Ouais, c'est un speakeasy. On appelle ça un speakeasy. Ouais, c'est un speakeasy. En gros, le but, c'était en fait de réunir des gens après le podcast, tu vois. Donc concrètement, pour les gens, parce qu'ils pour imaginer, tu rentres de l'extérieur, c'est un café. Un café, ouais. Et tu passes par une porte et ensuite tu descends et t'as tu passes par une porte, un frigo. Un frigo, ouais. Tu passes par un frigidaire. Ouais, exactement, par un frigo, c'est extraordinaire. Non, en tout cas, c'est nice, tu vois, mon vidéaste l'a dit, t'es sûr que c'est là? Je dis, ouais, je crois que c'est là. C'est un concept, en fait. Mais conceptuellement, c'est bien, mais après, c'est vrai que businessment parlant, la restauration, c'est compliqué. Est-ce que, parce que moi, j'ai fait le même chemin. J'ai ouvert aussi un bar à jus. Ouais, si, tu m'en avais parlé à Genève. Et je me rappelle de cet engouement entrepreneurial, j'ai toujours eu ça. J'ai ouvert plein de trucs, j'ai essayé plein de trucs, j'ai investi dans plein de trucs. Et après ça, j'ai eu une grosse leçon et je me suis dit, Kev, focalise-toi uniquement dans ce à quoi tu es bon, tu vois. Parce que, en fait, quand t'as un truc qui fonctionne, je sais pas si vous avez eu cet engouement-là, vous avez déjà eu plusieurs business par le passé, mais t'as un truc qui fonctionne et tu dis, je vais créer d'autres trucs qui fonctionnent. Parce que tu penses avoir cette fibre qui va faire en sorte que les autres trucs que tu vas entamer, ça vont fonctionner également. Pour moi, c'est clairement Podspace, honnêtement, au tout début. Genre, il y a un truc qui fonctionne, faut que je me diversifie vite, tu vois. Donc, c'était exactement l'idée. Moi, Podspace, ça va. Bien sûr, mais, Podspace, c'était du digital, tu vois, c'était vraiment le domaine d'activité. Ouais, ça reste dans vos domaines de compétences. Ça reste, c'était de la création de contenu, on connaissait ça, tu vois, c'était du digital, de la tech. Et c'est vraiment quelque chose qu'on connaissait. Mais là, c'était un truc qu'on connaissait pas. Ouais. La restauration, c'est quelque chose qu'on connaissait pas. C'est ça. Tu t'engages dans un monde qui est complètement nouveau, en fait. Et il pourrait y avoir du potentiel, mais c'est trop compliqué avec toutes les choses que t'avais pas. C'était quoi la leçon, toi, que t'as tiré de ça? Moi, c'était ça. C'était que, en fait, Kev, force pas, en gros. Tu vois, quand il y a, en fait, double sur le truc qui fonctionne, au lieu de chercher à créer un nouveau truc qui fonctionne. Exact, ouais. Tu vois? Et franchement, c'est mon plus gros regret parce que j'ai perdu beaucoup d'argent. Et je me dis, à l'heure actuelle, si j'avais investi cet argent dans ce que je fais aujourd'hui, je serais allé plus vite. Je serais allé plus vite et beaucoup plus loin. Mais ça fait partie de ton apprentissage, ça fait partie de ton parcours, tu vois, de l'autre côté. Laisse-moi pleurer, Jay, je me pleure pas souvent, mon gars. Il faut pas, on a tous fait plein d'erreurs, je pense, dans nos vies. Et puis, si on n'avait pas fait ces erreurs-là, on aurait peut-être pas accompli le chemin auquel on serait aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Voilà. Moi, je sais que si j'avais fait, je sais pas, j'avais pas fait les erreurs que j'avais faites avant, j'aurais peut-être pas rencontré Eddie, on aurait peut-être pas fait Podspace, tu vois. Ouais. Toutes les choses qui nous arrivent dans la vie ont un sens. C'est ça. Tout arrive en temps voulu. Exactement. Et du coup, quelle est la plus grosse frustration auquelle vous faites face en tant qu'entrepreneur, de manière générale, puis ça peut être même quotidien dans votre vie? La plus grosse frustration, c'est intéressant. Ou une des frustrations. Je sais qu'avec James, on a parlé du facteur stress, temps. La plus grosse frustration, ça soit de mon côté que là on est sur un business à valorisation et que par rapport au business que j'avais avant, tu vois, je mets beaucoup plus d'efforts pour essayer de faire marcher la machine pour peut-être moins, mais à l'instant T. Voilà. Mais beaucoup plus dans 3-4 ans si voilà. Ouais, la vision de long terme, elle est. Ouais. Et c'est ça la frustration, tu vois. C'est que t'es obligé de te focus sur ça, uniquement sur ça. Parce que sinon, comment faire tourner la machine, tu vois. Parce que tu dois développer les choses, mais t'es obligé d'être là, quoi qu'il en soit. Donc tu peux pas te concentrer sur les autres choses qui marchaient avant. Donc t'as dû faire une sélection dans ton quotidien en disant ça j'élimine. Obligatoirement. Et je sais que moi cette année je suis beaucoup plus fatigué que l'année dernière. Ouais. Largement, tu vois. Ouais. Moi je dirais que c'est intéressant ce qu'il dit, mais je dirais peut-être la dépendance physique. La dépendance physique aussi, ouais. La dépendance physique. Après, c'est un bon et un mauvais truc, c'est que c'est super intéressant, je rencontre beaucoup de gens. Donc c'est pas une grosse frustration, mais ça me vient parce que voilà, faut être là, tu vois, tu peux pas partir et il faut que tu reviennes, faut que tu vois ce qui se passe. Tu peux pas. T'es obligé. C'est ton truc à toi. Les gens considéreront jamais les choses autant que toi tu les considères. Yeah, quand c'est toi qui les crée, c'est comme chez toi en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc quand les gens viennent chez toi, ils considèrent pas chez toi comme toi tu le considères. Bien sûr. Donc la dépendance physique, t'es obligé d'être là. Après de l'autre côté, ce qui est cool, c'est que ça nous permet de voyager. Ouais. On a beaucoup d'opportunités là partout, un peu à travers l'Europe actuellement. Là, il y a Miami, tu vois, qui est en cours de signature. Donc il y a aussi cette indépendance vu que
on voyage et on développe un projet qui a peut-être du sens et qui permet aux gens de voilà, partager plus, tu vois, et leur permettre de partager peut-être des choses qu'ils auraient jamais fait avant. Mais c'est vrai que c'est difficile, cette dépendance physique, parfois. Faut juste trouver la manière de se détacher de ça. Il y a plein de stratégies, mais voilà, on y réfléchit actuellement avec James. Il faut pas dévoiler tous les secrets. Et on va revenir pour le prochain podcast. Podspace 2.0 à l'international. Rappelez-vous, les gars, qui a interviewé ces gars. Ça va être dur de les avoir. Je savais, j'ai dit, je vais le faire maintenant parce que dans un an, c'est chaud. Les mecs, dans un an, ils vont me dire, Kev, on est trop busy, tout ça. Jamais. Non, je rigole. C'est cool. Ça fait plaisir de faire ça avec toi, en tout cas. Non, j'apprécie, les gars. J'apprécie, c'est normal. Et moi, je parle tout le temps de développement sur tous les aspects. Pour moi, c'est très important. Que ce soit sur l'aspect physique, mais sur l'aspect mental, sur l'aspect financier. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'on devrait tous aspirer à cibler. Tu vois, si tu cherches à dédier ton temps, ton énergie que à un truc, tu vas le développer. Parfois, certes, c'est ce qu'on doit faire. On doit s'attarder que sur le physique ou que sur le financier, etc. et négliger le reste. Mais dans la globalité, t'aimerais te développer sur tous ces aspects-là, tu vois. T'aimerais être en bonne forme physique, t'aimerais développer tes finances, t'aimerais développer ton relationnel. Et je trouve que c'est ça qui nous rend riches au final. C'est ça la vraie richesse. C'est ça, tu vois, la richesse. Parce qu'au final, être polyvalent, ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Parce que si tu t'attardes que sur un truc, en négligeant le reste, mec, t'es malheureux. On en connaît tous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous côtoyez des gens qui ont tout l'argent du monde, mais qui sont pas heureux parce qu'ils ont pas les autres richesses qu'ils devraient avoir. Et je pense que ça, c'est très, très important de le mettre en avant. Et avec mon podcast, c'est ce que je cherche à faire, tu vois, et à travers mes discours, etc. Parce que je pense que on inspire tous quelqu'un. Aujourd'hui, je sais que vous allez inspirer des gens, à des gars qui vont je pense qu'on inspire tous quelqu'un, ouais. Tu vois, et c'est une responsabilité au final, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant quand vous partagez votre histoire, vous dites, ah, ok, hey, nous on fait ça, nous on galère. Ouais, l'influence que tu donnes aux autres, c'est important. Et les coulisses, tu vois, d'être transparent. Tu vois, j'ai kiffé quand t'as dit, hey, nous on est transparent. Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Surtout dans la création de contenu où les gens disent. Ouais, surtout dans la création de contenu. Tu vois, tu l'as dit avant, il dit c'est des mythos, c'est des mythos. Des mythos, frère. Des gros mythos, des gros menteurs. C'est des gros menteurs. Des gens qui leur demandent et tout, je dis, ah oui, il fait ça et tout, c'est impressionnant. Et après, t'as un autre gars, je fais, lui, qu'est-ce que tu racontes? Il m'a donné de l'argent la semaine dernière. Non, c'est grave. Et du coup, j'ai envie de parler un peu de cette expansion que vous cherchez à créer, bien entendu. Donc là, il y a d'autres studios de podcast à travers le monde qui veulent l'ouvrir. Récemment, je vous ai suivi sur les réseaux sociaux, vous êtes parti aux États-Unis. Vous êtes parti pour vous allez me raconter un peu tout ça. Comment ça s'est passé dans un premier temps là-bas et pourquoi vous êtes parti? Ouais, écoute, c'était un voyage assez incroyable, hein. Ça allait très très vite. Moi j'étais excité, je suivais les stories, j'étais là, ça a l'air trop bien. En plus, on va sortir le vlog là, faut que je le monte. Franchement, c'est cool parce que Kevin, je sais qu'il kiffe les US aussi. T'as vécu aux États-Unis, tu m'avais dit, à New York, je crois. Exact. Et tu sais qu'il y a une énergie quand même qui est différente quand t'es aux États-Unis. À fond. Moi, en plus, j'en ai parlé, il faut vraiment qu'on y aille et tout. Je rends fou sur ça. Faut vraiment qu'on y aille. On a des très bons contacts. Et ouais, on a fait de très bonnes rencontres, très intéressantes. Je pense que si on serait resté plus longtemps, on aurait pu même pousser beaucoup. En 3 semaines, on a fait déjà beaucoup de choses. En 3 semaines, on a fait des trucs de ouf. En vrai de vrai, on a rencontré des personnes, on a eu accès à des cercles privés auxquels on n'aurait jamais eu accès. Si les efforts qu'on a mis dans le relationnel, etc. C'est un très bon tchatcheur, lui, tu vois. Moi, non. Et moi, franchement, j'ai dit waouh, quand même. En 3 semaines, c'est impressionnant de faire ça, tu vois. Mais du coup, quelle était l'idée de base pour à la base, c'était rencontrer des investisseurs. Okay. Tu vois, je voulais vraiment qu'on le fasse. Puis il y a eu Forbes, tu sais, qui nous a nommé. Forbes, félicitations d'ailleurs, les gars. Merci. Mais toi, tu es encore dans la liste, toi. T'as 30 ans maintenant, passé. Heureusement, c'est juste, hein. Je suis passé juste avant, tu vois. Juste avant. Le timing était parfait, tu vois. Nomination dans Forbes Europe, 30 under 30 et juste après, directement les States la semaine d'après, tu vois. Du coup, on va aux States et avec James, tu vois, le but c'était de rencontrer des investisseurs et présenter le projet, notre ambition. Et il y a une amie que j'apprécie qui s'appelle Nikki, qui était là en plus. On a passé le week-end ensemble avec James pour l'anniversaire. Et voilà, qui a un très très bon réseau. Elle nous a connectés à plusieurs personnes. Tu vois, on était dans un repas avec le professeur d'Harvard, tu vois, genre un gros professeur dans sa maison qui nous a invités. C'était une belle expérience. Avec voilà, tu vois, vraiment que des têtes, tu vois, genre. Et t'avais parmi eux, t'avais une personne qui était une collaboratrice de NFX. Okay. C'est un des plus gros fonds d'investissement dans la Silicon Valley. Donc un très très gros truc, tu vois, ils ont investi dans Lyft, de très grosses sociétés. Et on a eu une réunion avec lui très rapidement, tu vois, la semaine d'après. Donc on a eu plein d'investisseurs, on a vraiment fait beaucoup. C'est un roadshow, tu sais, ils appellent ça comme ça les Américains. Exact, ouais. Donc tu fais un roadshow où tu présentes
Et on en a eu vraiment beaucoup, mais tellement qu'on n'a pas réussi à avoir tous les rendez-vous faits et finalisés. Donc on en a eu un qui était intéressant et concret. Puis on allait à Miami. James tu veux raconter? Ouais, c'est ça en gros. À San Francisco, on a fait, comme a dit, un roadshow auprès des VC. Donc c'était super intéressant. Et puis, en fait, c'était tellement intéressant et tu sentais qu'il manquait juste un petit truc, tu vois, pour qu'on arrive à lever ou qu'on arrive à avoir quelque chose. Qu'on se disait, en vrai, est-ce que c'est nécessaire d'aller à Miami, sachant qu'à Miami, moi, j'ai qu'un seul contact, tu vois. C'était le contact que j'avais. Et est-ce que c'était pertinent d'y aller? Et juste, je rajouterais un truc. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'était que 2 semaines. Tu vois, en 2 semaines, t'as accès au genre un plus gros fonds d'investissement. C'est quand même, ça prend du temps. Ouais, tu vois, aux États-Unis, ça va très vite. Ouais. On avait 3-4 rendez-vous de par prévus. jour, ouais. Et on aurait pu, tu vois, cancel aller Miami et être plus focus à SF pour réussir à lever, tu vois. Et au final, après, c'est quand même, faut le dire, ça nous a pris beaucoup d'énergie. Moi, je pensais que j'allais souffler un peu. En plus, tu connais, moi, vie de famille, etc. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, ça va me faire, entre guillemets, si je suis en écoute ça, je vais me faire tuer, des vacances, tu vois. Mais c'était vraiment en mode taf, et intense de ouf, tu vois. En plus, Eddie, il avait une énergie débordante. Dès on arrive, on a posé les valises. Allez, bien, on va à un event, tu vois. Je me souviens, premier jour, décalage horaire, jet lag, il n'en avait rien à faire. Le gars, il nous avait dans un radio show. On passe à la radio, à Silicon. Je crois que j'ai vu la story. Ouais, c'est un show quand même qui est plutôt connu, tu vois, qui est animé par Brian Sparks. C'est un présentateur et un gars qui fait de la radio. Et il kiffait notre vibe, tu vois. Venez, tu vois. Et du coup, on passe à la radio, on présente le projet avec 2 VC sur le show. Okay. Donc c'est assez incroyable comme ça allait trop vite. Du coup, on se dit bon, on va cancel Miami, on va se focus là. Après, au final, on a dit bon, viens, on va quand même à Miami. On est parti à Miami. Parce qu'on avait déjà les billets d'avion. Ouais, on avait déjà les billets d'avion. Donc parce on avait même annulé Los Angeles, tu vois, parce qu'on devait aller à LA aussi, mais on n'a pas fait au final. Et on part à Miami. On rencontre mon contact du coup qui est une boîte là-bas à Miami qui s'appelle Le Vendôme. On discute avec lui. Qui est dans le monde de la nuit, une boîte de nuit. Exactement. On discute avec lui et puis moi en plus ça me faisait plaisir, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, tu vois. Et puis surtout moi le voir en fait réussir comme ça en si peu de temps, moi ça m'a fait un électrochoc. Ça a éveillé un truc en toi. Ouais. American Dream. Ouais, vraiment pour lui, c'est vraiment pour le coup American Dream, tu vois. Il est passé de rien à tout. Ouais. La croissance a été fulgurante. Et moi, le connaissant d'avant, ça m'a fait un réel électrochoc. Et je me suis dit, je me souviens, on est sorti du rendez-vous et j'ai déjà dit, la première phrase que je lui ai dit, frérot, on n'a rien à faire en France. On n'a rien à faire en France. Et lui, il me disait la même chose. Il me disait, avec la mentale et puis la dalle qu'on a, on n'a rien à faire en France. Faut qu'on ouvre aux States. Ouais, grave. C'est exactement ça qui est ressorti. Mais tu vois, c'est ça, on parlait de ça avant, mais c'était la question que j'allais vous poser. Quelle est la différence principale que vous avez ressentie entre les États-Unis et la France? Moi, je pourrais t'en citer plein. Ouais. Le premier, je dirais le décalage sur le jugement de l'immigration. Tu vois, beaucoup de VC, beaucoup de VC et beaucoup de par ça, ils investissent sur les immigrants. Ouais. Tu vois, parce qu'ils savent que c'est des gens qui ont la dalle, qui viennent et qui veulent construire des choses. Exact. Des bons immigrants. Après, quand je dis, faut bien faire les choses aussi. Faut faire attention à ce que je dis. Cadrer ça. Donc, déjà ça, premièrement, t'as pas ce jugement. Toi, t'as vécu aux États-Unis, tu le sais sûrement. Exactement. Donc t'as vraiment et en plus quand t'es français, quand même, tu vois, t'as une belle valeur perçue. Exactement. Au Suisse, c'est la même chose. La valeur perçue, elle est très très haute. Donc déjà ça, c'est une très bonne chose. Le entrepreneuriat, le climat entrepreneurial, il est très propice. Ouais. On est dans un pays très capitaliste. Les Américains, ils veulent faire de l'oseille. Ouais. Eux, le business, c'est combien tu fais direct, tu vois. Genre, ils parlent de business, ils mangent business, c'est vraiment leur truc. Donc quand t'es un entrepreneur, c'est un bon truc. La France, c'est un pays socialiste, tu vois, donc t'as quand même beaucoup d'aide. C'est un pays qui cherche l'égalité, ce qui est une bonne chose, tu vois, pour les soins, pour plein de choses. Mais quand t'as de l'ambition et que t'as envie de faire de grandes choses, le climat, il est très propice aux États-Unis. Ouais. On parlait de ça avant avec James, justement, du fait qu'on vive dans des pays un peu socialistes. Ça te met un plafond vers le bas où ça protège certaines personnes. Exactement. Mais ça te met aussi un plafond vers le haut où ça ne te permet pas d'accéder au niveau supérieur. Exactement. Et la mentalité, la culture est altérée à cause de ça, tu vois. Et c'est problématique. C'est marrant parce que tu vois, aux États-Unis, on discutait beaucoup de ça. Tu vois, aux États-Unis, tu exploses aux États-Unis, tu deviens global directement. Tu vois. Tout le monde te connaît à travers le monde. T'exploses en France. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, il n'y a pas de rêve français. Il n'y a pas de French Street. Exactement. Et même quand les gens ils comparent l'économie américaine avec l'économie européenne. Mais le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que l'économie européenne, elle est divisée par plein de pays et plein de langues différentes. Tu peux pas scaler en Europe. Ouais.
tu dois scale. Là, on ouvre en Espagne. Ouais. On traduit les outils, on traduit notre logiciel, on traduit tout. Donc là, on va en Espagne, on ouvre à Barcelone là, dans 2 semaines. Tout est traduit. C'est pas le même marché. Ouais. Il faut bien capter ce truc-là. C'est que les gens qui scalent aux États-Unis, ils se focusent que sur le marché américain et le marché américain, il est énorme. Il est gigantesque. C'est trop vrai ce que tu dis. Je parlais de ça souvent même avec un de mes joueurs de basket que j'entraîne quand je vais là-bas durant la off-season. Il me dit, je connais des milliardaires qui ne quittent jamais les États-Unis. Tu sais pourquoi quitter les États-Unis? Parce que tu as tout, même en termes de climat. En fait, tu peux devenir milliardaire que aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. C'est dingue. Parce que au final, le marché anglophone, c'est le marché mondial. C'est ça. Tout le monde parle anglais. L'anglais, c'est la langue numéro 1. Et l'influence qu'ils ont en plus de ça. Et l'influence qu'ils ont. Tu vois, tu regardes des stars de rap US, Beyoncé, Jay-Z, Aya Nakamura ne pourra jamais atteindre ce stade-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que quand tu es un entrepreneur et que tu as ça dans le sang et que tu as surtout la dalle, là où tu dois être, ce n'est pas en Europe, c'est aux États-Unis. Parce que c'est là où tout peut se passer en un claquement de doigts et en un contact, en fait. Tout peut, on en parlait tout à l'heure, tu vois. En un contact, tout peut basculer du jour au lendemain. Et ça, c'est impressionnant. Ça peut aller très, très vite, ouais. Et dans les deux extrêmes aussi, pour être. Et dans les deux extrêmes. Pour garder le discours neutre. C'est tout ou rien, c'est vrai, parce que, encore une fois, faut comparer les choses dans le bon sens, dans le sens où, en France, le risque, il est quand même assez faible. Même si tu entreprends. Ouais. Voilà, tu peux retrouver un travail. On est dans un pays où t'as des aides, tu vois. Le service médical, il est facile. T'as vu les États-Unis, c'est des zombies les gens à San Francisco. Ouais, c'est grave. C'est effrayant. Mais c'est ça, tu vois. C'est marrant parce que je me posais la question. Nous, bien entendu, je connais notre réponse. La question c'était, est-ce que tu préfères vivre dans un pays où justement t'as pas de plafond comme les États-Unis, mais tu peux vraiment aller vers le haut, mais aussi descendre le plus bas possible, ou alors vivre dans un pays un peu comme le nôtre où tu seras limité de peu importe à quel point t'essayes. Pour nous, je pense qu'il y a pas, on connaît la réponse. Ouais. Mais pour la plupart des gens, il faudrait vraiment se poser la question, en fait, parce que tu crois être aidé, mais tu l'es pas vraiment. Parce que ça t'aide en cas de besoin, quand on parlait de soins, etc. Mais ça bloque ton développement au niveau de ta mentalité, tu vois. Aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens, si tu sais que t'as un coussin sur lequel tomber, pourquoi tu fournirais l'effort? Grave. Tu vois. Je vais te raconter une histoire. Un gros client à moi, qui travaillait avant de lancer ses propres boîtes. Il travaillait dans une grosse industrie, dans l'industrie pharmaceutique, dans une grosse boîte. Et on a commencé à travailler ensemble à Genève, après aux États-Unis, à New York, et il est parti vivre à Genève pour des raisons fiscales. Bref, il travaillait donc pour cette grosse boîte, et je me rappelle, il m'a raconté son histoire, et je l'ai jamais oublié. Il était dans le bureau à New York, t'imagines, c'est les grands buildings, etc. Et il est dans le bureau avec le CEO de la boîte. Et le CEO de la boîte, il montre, tu vois, par terre, enfin le sol, la rue, et en bas du bloc, et il y avait plein de SDF. Et il dit, tu vois, Rob, this is what makes America great. Et en gros, il dit, c'est ça qui rend l'Amérique excellente. Et le message derrière, c'est qu'en gros, il y a personne qui vient t'aider. Et vu qu'il y a personne qui vient t'aider, t'es obligé de fournir le maximum de toi-même. Et si tu fournis le maximum de toi-même, eh bien, tu peux atteindre les plus hauts niveaux et être où moi je suis. Et où moi je suis à côté des gars, en fait. C'est super intéressant ce que tu dis. Il y a une phrase d'un gars qui disait récemment, j'ai vu, que je trouvais super intéressante, c'était que la France et l'échec de la France actuelle sur un plan économique, c'était le succès socialiste. Tu sais, le fait qu'en fait le système social il marchait tellement bien que c'était un échec aujourd'hui. Mais je pense que c'est ça. Ouais. Tu vois, donc et en plus c'est dans le déclin, tu vois, c'est difficile le pouvoir d'achat. Tu le vois quand tu vas aux States. On n'a pas les mêmes. C'est une dinguerie. T'as l'impression que les gens ils vivent pas de la même manière. Rien que des employés, on a vu des femmes de ménage. Ah ouais, ça nous a. Une femme de ménage, on parlait dans une soirée, tu vois, elle était un peu gênée, elle était propre sur elle, tu vois. Parce que tu sais, comme ils ont américains, tu sais, quand dans la vie, fait moi je fais le ménage. C'était une immigrée, tu vois, je fais le ménage, mais je gagne $20,000 par mois, elle nous disait. On l'a pas cru, tu vois. On la croyait pas. Et on s'est dit, $20,000 par mois faire le ménage, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Je te jure, c'est vrai, regarde mes applications. Elle nous montre son application, on travaillait pour une boîte comme l'équivalent, je sais pas si tu connais, pour ceux qui connaissent, il y a des auditeurs, de Wikasa en France. Okay. C'est une application qui permet aux gens d'aller faire le ménage. Et nous, tu vois, on prend ça quand on fait 1 heure de ménage ici, tu vois, pour nettoyer, on prend un Wikasa. Puis c'est de la mise en relation, en fait, tu vois. Elle utilisait la même application là-bas. Et sauf que la différence, le gap, il est énorme entre la France et les États-Unis. Ouais. Avant, on voit sur les deux applications, elles faisaient 11 000 et 10 000, $21,000. Waouh! Tu dis, ah ouais, en fait, aux États-Unis, tu vois. Non, il y a beaucoup d'opportunités, ouais. Pour les gens qui veulent vraiment. C'est pour ça, c'est encore une fois, pour moi, c'est une question de dalle, tu vois. Aux États-Unis, c'est vrai, t'as vraiment mais c'est une question de dalle, mais de culture, tu vois. Parce que t'es obligé d'avoir la dalle, tu vois, quand t'as pas le choix. Grave. C'est ça, en fait. Et demain, si t'arrêtes, t'as rien. C'est ça. Oublier, si demain, elle arrête, cette femme-là, elle a rien. C'est ça. C'est ça. Donc, et nous aussi.
Enfin, ouais, c'est vrai que on pourrait avoir des aides, etc. Non, je comprends. Mais je pense que ça bloque vraiment le développement des gens. Tu vois, moi, je suis dans mon domaine. Pour ceux j'ai beaucoup de coachs, de kinés, etc. qui m'écoutent. Et tu vois, c'est un métier qui est de base un métier d'entrepreneur. Tu peux pas, on peut pas se contenter d'avoir ton diplôme et de rester comme ça. Tu dois faire des démarches pour faire le nécessaire, avoir des clients, etc. et développer ton business. Mais en fait, on t'apprend pas ça. On t'apprend ça nulle part. Et je pense que c'est que culturellement, quand t'es autour de gens comme vous et comme moi, etc. Ou alors tu fais partie vraiment de cet écosystème comme aux États-Unis où, hey, c'est... En plus, toi, t'as la culture, tu vois. Nous, c'est quand même, t'as la culture du dépassement de soi, t'es dans le sport, tu rencontres des gens inspirants. Donc voilà, là-bas, t'as pas le choix. Donc c'est encore plus intéressant parce que ça montre que t'as des gens, ils arrivent à faire des trucs, tu vois, genre des dingueries dans des secteurs que tu t'attends vraiment pas, en fait. Est-ce que la morale de l'histoire, vous qui êtes entrepreneur, du coup, est-ce que ce n'est pas de se mettre dans une situation dans laquelle t'as pas le choix? Dans l'inconfort. Lui, je sais que, il me le dit souvent, c'est dans l'inconfort que tu dois être performant, tu vois. Ouais, surtout, en fait, prends goût à ce que t'aimes pas faire. Exactement, ouais. Tu vois? Plus t'arrives à faire ce que t'aimes pas faire, genre, il me dit, j'aime pas courir, par exemple. Bah, j'y vais ce soir, c'est marrant qu'on parle de ça, tu vois. Tu vois. Fais ce que t'aimes pas faire, parce que tout le monde fait ce qu'ils aiment faire, tu vois, et c'est là ça. Et les gens, ils veulent entreprendre, ouais, je veux faire que des trucs que j'aime faire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Tu dois faire des trucs que t'aimes pas faire, tu dois avoir des rendez-vous avec des avocats, tu dois avoir des rendez-vous avec des experts comptables, tu dois faire tous ces trucs-là. C'est fatigant mentalement, mais c'est comme ça que tu grossis et que t'avances et que, voilà, c'est comme dans le sport, tu vois. Je pense que le parler avec le sport, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais, tu vois. Les sportifs, c'est des gens, genre, j'ai vu des sportifs de haut niveau, c'est impressionnant. Le gap qu'il y a avec les êtres humains, ils peuvent faire des trucs qui sont incroyables. Ouais. Non, c'est tout est dans l'état d'esprit au final. Exactement. C'est pour ça que j'adore parler de mindset versus la motivation, parce que le mindset, au final, c'est quoi? C'est une compréhension de quelque chose. Et quand tu comprends quelque chose, eh bien, t'as beaucoup plus de facilité à l'appliquer, sans trop te questionner. Tu vois, je dis à chaque fois, c'est comme se brosser les dents. Moi, j'ai envie que, tout ce que je fais, j'ai envie de l'entamer comme si je me brossais les dents. Je me brosse pas naturel, ouais. Exactement. Je me brosse les dents matin, midi, soir, parce que tu dois le faire, tu vois. Fatigué, pas fatigué, peu importe. Vas-y frérot, t'as commencé. T'abordes beaucoup de sujets c'est intéressant parce que t'abordes beaucoup de sujets de mindset, tu vois, avec même les gens que t'accompagnes. Écoute, je pense que on va toujours l'intégrer dans une conversation d'une façon ou d'une autre, comme on vient de le faire ici, alors que c'était pas le sujet. Mais ouais, tout est une question de mindset. Je pense qu'on le définit mal aujourd'hui, tu vois. Quand on parle de mindset, on décrit le tout à travers des speeches de motivation, alors que c'est pas ça en fait. Tu débloques une nouvelle case dans ton cerveau en disant j'avais jamais vu le truc de cette façon-là. Maintenant j'arrive à voir un truc que je ne voyais pas avant. Moi je le vois comme ça en fait, le développement de l'état d'esprit. Je sais pas ce que t'en penses, James. Totalement d'accord. Moi je comprends ce que tu veux dire par rapport au mindset, mais pour moi c'est beaucoup plus une question. C'est certes une question d'état d'esprit, mais une question d'habitude. Ouais. Moi en tout cas je raisonne comme ça, tu vois. Ouais, j'aime ça. Ouais. Pour moi. Tu vois, aujourd'hui, j'ai accumulé des mauvaises habitudes qui font que je prends moins soin de moi, je fais moins de sport, etc. Mais tout ça, si j'arrive à faire des petits pas pour rééquilibrer et que ces habitudes, je les transforme en bonnes habitudes, je reviens au même principe que toi. Ça va devenir naturel, en fait, de faire les choses, tu vois. Aujourd'hui, on se brosse les dents matin, midi, soir, mais parce que c'est une habitude de le faire. Tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Si tu remplaces si dans ta vie tu mets que des bonnes habitudes, t'es obligé d'être performant ou t'es obligé d'avoir une vie où tu vas atteindre tes objectifs. Mais c'est une question de mettre les bonnes habitudes en place et c'est facile à dire, mais à faire c'est un challenge encore une fois. Mais moi je vois les choses comme ça, tu vois. Mais j'aime ce que tu dis, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que on en revient au début de la conversation où tu parlais de process. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je trouve intéressant avec ce genre de conversation, peu importe le domaine. Tout se rejoint parce qu'il y a des lois qui sont universelles. Donc en gros c'est ça, je mets en place des process, c'est ça. Et je les répète. C'est ça. Et l'environnement il est super important. Ouais, de ouf. Et donc j'ai rencontré beaucoup de personnes, tu vois, qui avaient une hygiène de vie excellente et qui étaient super performants. Mais parce qu'ils avaient mis en place des bonnes habitudes et c'était normal pour eux de faire les choses. Tu vois, ils sont même pas dans l'inconfort. Tu vois, c'est juste normal pour eux de les faire. Or que pour d'autres, c'est des trucs chiants, tu vois. Après, c'est pas tous les facteurs, mais je suis totalement d'accord avec lui. Mais voilà, je pense que les facteurs, ils sont aussi. Faut juste mettre toutes les chances de son côté. C'est surtout ça, je pense. Ouais, non. Eddie, là, il t'a calmé. Il a dit, non, quand même, je vais continuer à sortir, frérot. On commence pas à mettre dans des sauces, non, mais là. tu vois, par exemple, lui, c'est un gars qui a pris l'habitude de bien manger. Et pour aujourd'hui, lui, je sais qu'on était aux US, tu vois, très, très intéressant parce que moi, je vais aux US, frère, laisse-moi manger un burger, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais c'est plus pour défendre James que je disais ça. Or que lui, tu vois, c'est tellement pas dans ses habitudes qu'il en ressent même pas l'envie, ni le besoin.
Il veut juste bien manger, mais parce que il est habitué à bien manger. Ouais, c'est ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je voulais dire, c'était, quand je disais ça, c'était plus pour le défendre lui. C'est que même si je sais qu'il a de mauvaises habitudes, ça reste, tu vois, c'est pas tous les facteurs qui jouent dans ce sens-là. Tu peux quand même être quelqu'un qui a de la réflexion, qui est créatif, qui pêche les choses et qui travaille, tu vois, qui est un bosseur. Aussi, ouais, donc, aussi. Mais c'est vrai que faut mettre toutes les chances de son côté. On a qu'un seul corps, tu vois. Faut le sculpter, faut en prendre soin. Et être sain d'esprit, c'est aussi être sain dans son corps, tu vois. Pour moi, je pense que c'est très important de prendre soin de soi. Non, c'est clair, c'est important. Donc, vous entraînez du coup? Moi, ouais. Podcast fitness, les mecs. Ouais, beaucoup. Tous les jours, hein? Quasiment, ouais, honnêtement. J'ai vu ta vraiment routine. quasiment tous les jours. Le matin. Beaucoup. Le matin, ouais, je suis quelqu'un qui m'entraîne beaucoup le matin. Avant de commencer ta journée. Ouais, c'est dommage, on devait faire une séance. Si on a le temps, écoute. Moi, peut-être, on organise ça. Mais ouais. C'est la course, toi? Écoute, moi, déjà, j'essaie de reprendre le sport, tu vois. En fait, moi, il y a tellement de choses qui sont arrivées dans ma vie brusquement que ça a bousculé toutes mes habitudes. C'est clair. Parce que moi, de base, j'étais un gars qui a toujours fait du sport. Tu vois, j'ai fait du karaté à haut niveau et j'ai fait du basket à haut niveau. Tu vois. Et quand j'ai commencé à entreprendre, puis c'est le Covid qui est arrivé, toutes les habitudes elles sont chamboulées. Et j'ai fait moins de sport. Tu vois. Et là, j'essaye avec mon quotidien, donc d'entrepreneur, de père de famille, créateur de contenu, de retrouver une habitude où je sais que tel jour, là, je vais à la salle. Je sais que tel jour, là, je vais courir. Je dois le mettre dans ton agenda. Voilà, c'est ça. Je dois le mettre dans mon agenda, mais tu sais, c'est compliqué. Je dois le caler. Puis t'as toujours des trucs à un moment, des imprévus, tu vois, qui font que. Mais je suis quelqu'un qui a toujours fait du sport, moi, de base, tu vois. Et heureusement, j'ai des restes. Et repartir quand même, c'est toujours ça le plus dur, c'est repartir, tu vois. Tu vois, comme j'ai des restes, t'as eu. Non, mais la salle, il le sait, frère, il a vu. Respecte le gars, il a respecte vu. ton gars. Mais des fois, tu vois, je me dis ça parce que même moi qui m'entraînais 6-7 fois par jour, quand le business a vraiment explosé, et en plus avec un enfant, et là, un deuxième. Après, frérot, je suis passé de 7 entraînements, 6 entraînements par jour à 2 entraînements. Tu vois. Donc j'ai trop d'empathie pour les gens qui en faisaient que 2 dans la semaine. Voilà, ça me rassure ce que tu me dis, tu vois, carrément, ça me rassure. De ouf. Si je m'entraîne aujourd'hui 3 fois dans la semaine, franchement, je suis content. Après, je pense qu'il faut se mettre des objectifs et des challenges. Tu vois. Mais c'est dans le temps, comme on l'a dit, ça s'ajuste, etc. Ça, c'est dans le temps. Tu vois, la challenge que je me suis lancé, c'est faire le semi-marathon de Paris l'année prochaine. Je vais m'inscrire, je vais m'engager devant les gens, tu vois, et je sais que je vais le faire. Mais il faut se fixer des objectifs. Moi, j'en ai un, mais je le dirai pas. Je le montrerai. Dis-le, non, mais ça montre l'engagement, en fait, de le dire. C'est ça qui est bien. Moi, je sais pas, j'aime pas dire les choses. C'est intéressant, ça, comme question. Est-ce que tu penses que, moi, je suis du bord à penser que quand t'as un projet, que t'as un truc, faut pas le dire. Parce que c'est un peu le dire, c'est un peu comme si tu l'avais déjà fait, tu vois. C'est un peu ce truc mental de, fais-le et après tu le dis. Et ne le dis pas parce que après tu le fais pas. Mais il y a des gens qui ont ce truc de le dire, ça leur permet de mettre un pas en avant et ça les force à le faire. T'es du quel bord, toi? Moi, je pense que ça dépend de quel projet on parle. Je pense qu'il faut contextualiser le tout. Je pense que si on parle de quelque chose comme James a mentionné qui nous pousse à aller dans l'inconfort, je pense que c'est bien de le mettre dans l'univers et d'avoir ce pacte, ce deal avec peu importe qui c'est, ton audience, etc. Vas-y, je le sors. J'ai vraiment envie de faire Ninja Warrior. Je te jure. J'ai regardé pour m'inscrire. C'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Putain, je te pousse à le faire. Hein. Vraiment, c'est un gros délire. Ça fait un moment que je pense à ça, tu vois. J'avais parlé avec ma sœur et tout en rigolant. Je sais pas si c'est pas grave. J'ai vu tous les trucs. Je sais pas si c'est pas rigolo. Tu t'entraînes dur et t'essaies de faire le truc. Et peu importe, même si. Peu importe, on s'en fout. Ça va le faire. En tout cas, c'est. J'espère que vous me verrez passer Ninja Warrior cette année, les gars. Voilà. Je suis inscrit, donc. Tu t'es inscrit? C'est bien. Ouais. C'est bien. Donc là, c'est officiel. Mais j'aurais pas dû en parler, tu vois, je suis gêné maintenant. C'est bon, c'est dit, on coupera. Les gars, pour finir ce podcast, j'ai 2 questions pour vous. Rapidement, la vision de Podspace. Où est-ce que vous voyez le tout? Où est-ce que vous voulez emmener le Podspace dans ces prochaines années? Podspace dans ces prochaines années, être vraiment une référence de la création de contenu à très grandes échelles. Vraiment, il n'y a pas de limite sur l'ambition. Pouvoir essayer de pénétrer le marché américain. Et surtout, la gros focus, développer la tech, tu vois. On est à fond dessus, là. On veut vraiment... on a un gros projet d'application là qui va sortir dans très peu de temps. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 points, je dirais. Ouais. Totalement d'accord. Développer plusieurs villes et surtout développer une plateforme où tout le monde pourrait avoir une communauté de créateurs. C'est ça, l'important, c'est la communauté. Dope. Et dernière question, qui est la question spéciale du K-Swiss Show que je demande à tous mes guests. Si vous pouviez passer une soirée avec quelqu'un, connu ou pas, célébrité ou pas, vivante ou morte, qui serait-ce et pourquoi? Très bonne question. Moi, je lance ça comme la réponse, vas-y.
Toi, t'as la réponse, toi, déjà? Ouais. Bah, vas-y, dis-le si t'as la réponse. Moi, j'ai grandi vraiment en étant ultra inspiré par Mohamed Ali. Genre, cet homme, pour moi, personne est arrivé à la cheville d'un être humain aussi inspirant que lui. Par ce qu'il a fait, par son parcours politique, en tant que boxeur. Tu vois, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré quand j'étais petit. Je regardais tout le temps les trucs. Tu vois, j'ai fait beaucoup de boxe anglaise en plus, tu vois. Et j'étais super impressionné par surtout que en plus aux États-Unis quand même t'avais une grosse ségrégation, tu vois, c'est connu. Donc honnêtement passer juste c'était quoi, c'est un dîner que tu disais ou une soirée avec lui? Une soirée, ouais, juste voir en fait l'être humain, il y a beaucoup de respect et d'admiration pour l'influence qu'il a eu positive sur le monde, je dirais. Ouais, c'est clair. Moi, je dirais Kevin Hart. Ok. Vraiment, parce que ce mec m'inspire beaucoup parce que en soi, il avait rien pour lui pour réussir aux États-Unis, tu vois. Il est petit de taille, c'est un humoriste, l'humour c'est très dur là-bas aux States, il est noir, et aujourd'hui il a atteint des sphères. La dernière fois ils ont fait une soirée, tu vois, pour lui, à son effigie, tu vois, avec plein de personnes invitées, et ça marque que ce gars a inspiré des millions de personnes à travers juste sa voix. Et son énergie surtout, tu vois. Et pour avoir regardé plusieurs documentaires sur lui, c'est un gars, tu vois, quand tu regardes dans le bac, qui bosse. C'est un bosseur de ouf. Qui bosse à fond. Ouais. Et ce mec-là m'inspire de ouf, Donc si, en plus, il me ferait rire. Donc, dans l'éthique de travail de Kevin Hart, c'est vrai que tu peux que respecter. Ouais, de ouf. Où il a commencé, où il est allé, non, franchement, c'est admirable. Intéressant, en tout cas. C'est toujours les mêmes, et toi, ça serait qui, toi? Ouais. Tu vois, ça a changé dans le temps. Mais moi, si je venais à choisir, je pense que je choisirais mon écrivain, mon auteur préféré, Nassim Nicolas Taleb. Il a écrit des livres qui ont complètement changé ma vie. Tu vois, ma perception du monde a changé complètement. Le livre qui s'appelle le Black Swan, Skin in the Game. C'est des Black Swan, c'est un très gros livre, un best-seller. Et en fait, ça change ta perception du monde. Tu vois, je vais revenir à cette idée de mindset. Il y a des gens qui arrivent à formuler des choses qui te permettent de voir, en fait. C'est comme s'ils te redonnaient la vue. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, c'est ce qu'il m'a fait avec ses livres. Franchement, je les recommande à tout le monde. Pour moi, ils m'ont changé. Quand je dis changer la vie, c'est fondamentalement sur tout. Moi, je dirais même, c'est quelle question tu lui poserais? Ouais, c'est une bonne question. Ça serait intéressant. Franchement, je lui demanderais comment il a eu ces différentes réflexions qui vont à l'encontre des biais cognitifs humains de base. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas te poser la question, tu dis, attends, mais pourquoi ces gens voient le truc de cette façon-là et moi je le vois de cette façon-là? Je pense que c'est deep, tu vois, c'est profond et il y a une capacité intellectuelle qui va au-delà de notre compréhension. Ouais, exactement, un érudit de la société, tu vois, ils sont au-dessus de la moyenne. Franchement, ils ont trop de connaissances dans des domaines super larges. Non, c'est un truc de ouf, ça m'inspire de ouf. En tout cas, les gars, ça fait un plaisir d'échanger avec vous. Où est-ce que l'audience peut retrouver toutes les informations concernant votre société? Sur l'Instagram, MyPodSpace, et puis l'Instagram, on n'est pas très difficile à trouver après, je pense. Ouais. Et sur YouTube, le média MyPodSpace aussi, où on essaie de communiquer en ce moment. Tu vois, enfin, on fait passer des créateurs de contenu. Ça serait intéressant que tu viennes sur la chaîne d'ailleurs. Avec plaisir, un grand plaisir. Et au 160 rue Montmartre, et au 29 rue des Jeuneurs aussi quand même. Voilà, c'est ça, j'attendais l'adresse physique. Parce que quand même, faut nous retrouver ici. C'est ça, on mettra les liens, tout ça. Bientôt ouverture à Barcelone, Miami et Genève. Voilà, Genève en tout cas les gars, si je peux soutenir d'une façon ou d'une autre, moi je suis là. Vous pouvez compter sur votre gars et je vous souhaite énormément de succès. Je l'ai dit, j'ai kiffé l'énergie depuis le premier jour. De ta bienveillance. Merci. Et ensemble, j'espère qu'on sera amené à faire des choses et à grandir. Bien sûr, c'est sûr. Les gars, c'est un plaisir. L'audience. Peace. Peace.